Instant politique. Lui, il est expert en communication politique, communication de crise, géopolitique, géostratégie. Il s'appelle Emel Guérin. Monsieur Guérin, bonjour. Bonjour, monsieur Choutoubé. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que cela vous fait d'être dans un studio qui, une semaine plus tôt, a été pris d'assaut par des mutins? Vous savez, c'est l'émotion. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je rentre dans ce studio. Vous avez un très beau studio. Merci. C'est l'émotion, c'est regrettable. Et je suis bien imaginé, je me suis mis à votre place. Ce que ça veut dire, parce que le crépitement des armes, je sais ce que ça veut dire, pour avoir parcouru certaines zones de guerre en Afrique et ailleurs. Et c'est très difficile. On ne s'en remet pas de sitôt. Mais justement, Monsieur Guérin, dites-nous, à votre avis, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Si on doit analyser les faits, qu'est-ce qui saute aux yeux tout de suite dans ce drame-là? Bon, mais écoutez, la force, toute force militaire, quelle qu'elle soit, est l'échec du politique d'abord. Quand la politique échoue, quand le politique échoue, on a la force. Parce qu'il n'y a plus de dialogue, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de poches de sortie. Et donc c'est l'échec d'un système, c'est l'échec de la politique et du politique simplement. Mais vu sous cet angle, est-ce que parce que la politique aurait échoué, l'on a le droit de prendre des armes, de procéder par la force? Il n'y a aucun droit, il n'y a aucune légitimité, il n'y a rien qui puisse justifier la prise des armes dans ce contexte-là. Mais je fais le diagnostic simplement en tant que technicien pour dire, de façon classique, quand les armes sortent, c'est que le politique a échoué. Quand les armes sortent, c'est qu'il n'y a pas eu le dialogue. Quand les armes sortent, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça qu'il faut prendre le recul pour regarder de près qu'est-ce qui s'est passé. Et vous avez bien posé la question, comment en est-on arrivé là? Ce ne sont pas, je vous l'ai toujours dit, ce ne sont pas des civils, ce n'est pas le peuple et qui a pris les armes. Ce sont quand même des militaires qui sont payés avec l'argent du peuple béninois et qui a pris les armes pour tuer encore les Béninois. C'est quand même assez dramatique. Et il faut prendre ça très au sérieux, cette situation, pour que ça n'arrive plus. Parce que moi, personnellement, ça me rappelle le 16 janvier 1977, l'agression des mercenaires. C'est à peu près parce que depuis, on n'a plus rien vu de pareil. C'était l'hécatombe, ça tirait de partout. Et là, je crois que là où nous sommes, le peuple et les politiciens doivent se regarder dans le miroir pour nous dire comment en est-on arrivé là. Puisque l'armée a un chef. Vous comprenez? Alors, comment en est-on arrivé là? Ce sont eux qui vont donc nous répondre pour qu'il y ait eu cette partie gangrénée de l'armée régulière. Parlant justement de réponse, les enquêtes sont en cours. À votre avis, comment est-ce que l'on peut, en tant que citoyen béninois, aider aujourd'hui à la manifestation de la vérité? Ça, c'est ce que tout le monde attend aujourd'hui. Le coup est passé, le choc, on est toujours dans ce choc-là. C'est quelque chose qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Mais comment est-ce que l'on peut faire pour la manifestation de la vérité? Bon, d'abord, je pense que ça a bien commencé. Le gouvernement, pour éviter les intoxications, les fake news, a quand même mis là, c'est pour une première, on peut en citer dans le monde, après ce genre de drame, que le gouvernement prenne la responsabilité d'élucider, de quand même clarifier certaines choses. Je pense que le gouvernement a beaucoup parlé, et c'est ça qui est bien pour éviter les intoxications. Parce que, vous savez, c'est après tout une affaire d'État. On peut l'entourer donc des raisons d'État pour ne pas, pour les classifier. Mais là, nous avons compris beaucoup de choses. Et ça permet aussi aux citoyens que nous sommes de participer à cette vulgarisation, de participer à, si entre-temps,
un citoyen se retrouvait avec une information, puisqu'ils ne sont pas tous arrêtés, peut-être qu'ils se cachent encore dans nos buissons, dans nos maquis ou ailleurs. On parle de mutins en fuite. Dans un Bénin aussi bien vaste que bien cerné également, je vais dire, probablement, quels pourraient être les refuges des mutins en cavale? Bon, je ne saurais le dire, mais ce que nous savions, je ne peux que m'en tenir aux informations données par le gouvernement. Et donc, il y a eu cette issue de par le nord du Bénin, donc par Tchaourou ou autre. Après, ils se retrouvent, ce qui est sûr, ils se retrouvent dans un pays du voisin où peut-être après, ils sont partis quelque part, je n'en sais rien. Peut-être qu'ils sont toujours à l'intérieur du pays et se cachent. C'est bien possible, parce que ce qui s'est passé le 7 passé a montré qu'il y a des failles dans le système. Il y a de l'eau dans du gaz. Et donc, il faut colmater les brèches et régler cette question une fois pour toutes. C'est vrai que nous sommes, je l'inscris personnellement, dans la ligne du temps. Nous sommes à l'entame d'un nouveau cycle. Et quand vous voyez l'histoire de l'humanité, à chaque fois que l'humanité est en train de rentrer dans un nouveau cycle, la violence est de partout. Et quand vous voyez, vous faites le panorama de notre planète aujourd'hui, il y a des poches de guerre partout. Il n'y a aucun lieu, aucun endroit où il n'y a pas la violence, où il n'y a pas la guerre. Et bien parce qu'à un moment donné, l'Occident, dont nous dépendons, nous avait enfumé de ce que nous sommes dans un monde de paix après la Deuxième Guerre mondiale, après la terreur, qu'on n'en aura plus. Et puis, certains pays sont restés dans cette dynamique pour ne pas s'armer, pour ne pas se préparer pour ce qui vient demain. Et c'est ça. Je pense qu'il faut aussi alchimiser cette situation, transcender. Moi, je n'analyse pas les situations politiques d'envergure sans pouvoir transcender la situation, sans pouvoir faire appel à mon soi, c'est-à-dire mon être spirituel, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, le temps, en tout cas au Bénin, si une telle situation ne pourrait pas aboutir, ça c'est une évidence, parce que la divine providence n'a pas voulu simplement. Tout simplement. Donc la divine providence a dit non. Il faudrait qu'on remercie Dieu, le Christ, pour avoir dit non à cette histoire, parce que je vous sais très croyant aussi. Hein? C'est un saut dans l'inconnu. On ne sait pas ce qui va arriver. Écoutez, quand on prend le pouvoir souvent par les armes, c'est tout catastrophique. Alors, est-ce que ces mutins, à votre avis, quand vous voyez un peu le déroulé des choses tel que schématisé par le communiqué sorti à l'issue du Conseil extraordinaire des ministres du 8 décembre, est-ce que les mutins auraient pu bénéficier de complicité interne ou externe quand on voit un peu l'atmosphère à l'international? Ça ne saurait en être autrement. Si c'est un coup d'État, une tentative classique, c'est sûr qu'ils ont eu de soutien à l'extérieur et même à l'interne. Ça, c'est une évidence. Quand c'est un coup d'État, une tentative telle qu'on l'a vu, parce qu'il y a eu quand même des rudes combats. Vous imaginez, depuis qu'on était en train de parler, si les armes tiraient, ce qui allait se passer. Donc, dans certaines zones, on a appris qu'il y a eu même des combats de 40 minutes. Je crois que c'est suffisamment grave. Et donc, forcément, il y a des complicités. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et faire un truc comme ça. Ça se voit clairement que ceux-là, ils ont préparé leur coup, se sont bien préparés pour agir ici. Et je profite pour planter mes condoléances à la famille du général Bada. C'est assez tragique. Parce que ainsi qu'aux familles de tous les Béninois qui sont tombés sur le front. Elle n'a rien à voir avec cette histoire. C'est ça le drame, c'est ça la catastrophe lorsqu'on prend les armes. On ne peut pas régler une question. Notre pays n'a pas besoin de ça. Et si c'est la gouvernance de talent, je pense qu'il s'en va d'ici 4 ou 5 mois. Donc on peut penser à autre chose que de vouloir faire un coup d'État. Il faut éviter, je vous dis, ce secret, la canne du monde métaphysique, spirituel, si vous voulez. Il ne faut jamais permettre que chef d'État ou un roi meure sur le trône. C'est catastrophique pendant des dizaines d'années pour les populations, pour le pays dans lequel ça s'est passé. Parce que pour moi, le pouvoir est d'essence divine. Quel que soit sa manière de gouverner, il gouverne avec son libre arbitre et devoir répondre demain à celui qui lui a donné le pouvoir. C'est quand même lui qui est élu de toutes les façons, c'est le premier. Qu'il soit élu ou pas, c'est lui qui est là, il représente tout le pays. Il est le
porte-étendard de tout le pays. Donc il faut respecter, comme on le dit souvent, l'autorité établie. C'est très important. Et ne pas tomber dans... C'est trop facile en fait. Allez, Emel Guérin, on ne le dira jamais assez, c'est un acte suffisamment grave et on espère que les enquêtes vont réellement aboutir pour situer les responsabilités et faire en sorte que le calme, mais c'est vrai que le calme est revenu dans le pays. En tant que citoyens, nous, notre part, c'est de faire part aux autorités justement si nous avons des informations, mais comment est-ce que le citoyen peut participer à l'aboutissement des enquêtes sans tomber dans la délation par exemple? Je voudrais simplement inviter les Béninois à prier. Il faut prier pour nos dirigeants. Parce que quand un dirigeant réussit, c'est bon pour nous tous. Nous n'avons aucun intérêt qu'un dirigeant échoue dans sa gouvernance. C'est ça qu'on nous oublions. On n'est pas tous obligés d'être des politiciens, de faire partie des partis politiques, encore que ce qui s'est passé a relevé une faille, une défaillance notoire, irresponsable des politiciens. Je m'attendais à ce que ce 7 dimanche, qu'au moins les partis politiques de la majorité présidentielle appelaient à descendre dans les rues pour soutenir le chef de l'État, pour ceinturer, comme on l'a vu en Turquie, comme on l'a vu en 2002 en Côte d'Ivoire, où le peuple a fait échouer un coup d'État en 2002 par rapport à Laurent Gbagbo. Je n'ai pas vu ça. Je dis, mais finalement, le gars, il se retrouve seul. Après avoir tressé le lit, après avoir tout donné, couronné, ces partis politiques, il abandonne et se retrouve seul, comme l'a dit dans ses mémoires Abdou Diouf. Il est devenu, il est dans la solitude de l'homme au pouvoir. Dans le feu de l'action et dans cette surprise-là, et surtout dans cette ambiance de peur, est-ce que vous pensez que ce serait responsable pour les partis politiques d'appeler le peuple à descendre dans la rue? Est-ce que ce ne serait pas faire le lit à ce que voudraient les mutins? Mais justement, ça allait empêcher les mutins d'évoluer ainsi, parce que s'ils ont un minimum de fibres patriotiques, ils ne voudraient pas tuer sur la population civile non armée. Et ensuite, ben, le chef est au front, le chef subit, et il a été abandonné. Vous vous rendez compte? C'est pas possible. Donc moi, je pense que c'est une faille, et puis ça doit donner quand même des leçons à ceux qui nous dirigent pour dire que à la fin, vous serez seul devant votre conscience. Vous serez seul devant la conscience universelle, la conscience primordiale pour répondre de vos actes, que ce soit ici ou ailleurs, ou dans un autre monde. C'est ça la réalité. Mais heureusement que vous avez vu, il y a eu beaucoup de spéculations par rapport à l'intervention de la France ou du Nigeria. Je voudrais vous rappeler des faits historiques pour dire que le Nigeria a 3 raisons fondamentales d'intervenir. Premièrement, il en a les moyens, le Nigeria. Il ne faut pas l'oublier. Deuxièmement, nous sommes voisins. Le droit du voisinage, absolument. Et troisièmement, le gouvernement béninois le lui a demandé. Qu'il vous souvienne qu'en 2013, le président de transition du Mali a appelé la France au secours quand les djihadistes étaient aux portes de Bamako. Et très souvent, au Tchad, l'armée française était intervenue plusieurs fois pour sauver Idriss Déby. Cela n'a jamais été autant une critique, vous comprenez. Et quand un chef est en guerre, je voudrais saluer la bravoure, l'intelligentsia, la promptitude, l'intelligentsia du ministre des Affaires étrangères qui a participé parce que le chef était en difficulté, il a pris ses responsabilités pour entamer les négociations afin que cette situation, cette hydre-là soit stoppée. Donc je dis de façon, même sans la CEDEAO, le Nigeria était en passe de pouvoir venir nous sauver de cette situation. Et donc ce n'est pas une ingérence puisque, écoutez, on est en guerre quelque part. Enfin, ce 7 décembre, c'était une journée de guerre. Tout à fait. Et c'est déjà suffisant pour que d'autres puissances alliées ou voisines interviennent. Et je vais vous rappeler, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que la Russie dit, je ne veux pas avoir un voisin qui va m'embêter. Donc, le Nigeria pourrait aussi évoquer l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Le droit d'ingérence que les Français ont inventé. Et donc, il y a quand même des anagophiles ou yorubaphiles, si vous voulez. Alors, le Nigeria pourrait dire, ben, écoutez, je suis venu protéger ces populations civiles. Donc, l'intervention nigériane est légitime et légale.
sans embâche. L'Afrique de l'Ouest en ébullition, il faut quand même protéger les poches de stabilité telles que celle du Bénin. Allez, Emile Guérin, on va embrayer sur un deuxième sujet. Vous le savez sans doute, la nouvelle est tombée. La Cour constitutionnelle a validé la constitutionnalité de la révision intervenue. Alors, est-ce que le Bénin s'engage dans une nouvelle ère? Pour moi, pas, non. C'est le même système. Il n'y a pas eu une nouvelle république. Donc, je ne vois pas l'ère nouvelle qui s'ouvre. On va continuer. Le président va passer la main à son dauphin tranquillement et le Bénin va continuer à vivre. Il y a quand même eu des modifications majeures. On parle par exemple de la création du Sénat, on parle par exemple de la trêve politique. Il y aura une accalmie pendant 6 ans. Est-ce que quelque part le pays ne s'engage pas dans une ère qu'il n'a pas connue par le passé? Je crois que c'est vu les choses de cette manière superficielle, il faut élargir la pensée, il faut élargir l'horizon analyste ou réflexive. C'est-à-dire que l'Occident, tout le temps, nous a enfumé d'un sibyllisme conceptuel, terminologique. Vous dites, bon, écoutez, la démocratie, le multipartisme. Mais je vais vous dire ceci. Depuis 30 ans, le multipartisme a apporté plus de guerres, a provoqué plus de guerres en Afrique que n'importe quel temps. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le multipartisme, c'est quand même la pluralité des expressions, non? Oui, mais ça nous déchire. L'Afrique est constituée d'ethnies, de tribus, ainsi de suite. Et ce multipartisme a causé une situation clanique des partis politiques, même si ici le Bénin essaie de colmater les brèches, ça ne se passera jamais. Parce que même en France ou dans les grands pays comme les États-Unis, les politiciens ont leur fief. C'est naturel, c'est ainsi. Alors, penser que cette réforme-là n'est pas démocratique, je dis non. La démocratie n'est pas synonyme. Il faut déconstruire cette conception aujourd'hui. La démocratie n'est pas synonyme de multipartisme. Ça fait un. Et cette forme de démocratie, ce que vous dites là, bien sûr, je vous le dis très franchement. Peut-il y avoir de démocratie sans multipartisme? Bien sûr. La démocratie, mais je vais vous démontrer ça scientifiquement. Dites-nous. La démocratie, c'est quoi? Comme les Grecs l'ont défini, c'est le pouvoir au peuple. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, quand je prends le cas du Bénin, combien comportent les partis politiques comme militants? Je ne suis pas sûr qu'ils atteignent les 2-3 millions sur les 14 que nous sommes. Donc il n'y a pas de démocratie avec les partis politiques. C'est juste des baraques, c'est juste des carriéristes politiques pour nous enfumer chaque année ou chaque 5 ans lors des élections. Est-ce que vous n'êtes pas très dur avec les partis politiques? Je ne suis pas dur, mais faites le point de 90 jusqu'à aujourd'hui. Et pire encore, je vais vous dire, quand vous prenez par exemple un pays comme le Maroc, c'est une monarchie. Vous pensez que nous sommes plus démocrates que le Maroc? Et quand je parle du pays que je sais, quand vous voyez les plans de gouvernance du Marocain, c'est des plans de 10, 20, 15 ans, 50 ans. Mais dans ces pays, c'est 5 ans, 10 ans, qu'ils n'arrivent même pas à atteindre ou qu'ils ne respectent même pas. Ils font des promesses qu'ils ne respectent même pas. Donc nous sommes face à une utopie croissante qui aujourd'hui amène le peuple à douter des politiciens, qui amène le peuple à ne plus avoir confiance même aux institutions. Et donc, ce Sénat, je crois que je vous l'avais déjà dit, si nous voulons en faire un bon instrument institutionnel, nous pouvons le faire. C'est-à-dire que moi, j'appelle de tous mes voeux que l'on laisse toutes les querelles et penser à la patrie Bénin, et penser au Bénin, et qu'on essaye de pouvoir. Je vous promets que si ceux qui la composent et prennent le Bénin dans leur cœur, ont le Bénin dans leur cœur, je pense que ce sera l'institution la plus démocratique possible. Pourquoi? Parce que quand vous voyez la Constitution, les anciens présidents, ils ont leur base. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui les suivent se retrouvent dans ce Sénat-là. Vous comprenez? Maintenant que vous me parlez de trêve, mais après, moi personnellement, je dis à ceux qui m'écoutent que je préfère manger à ma faim, vivre très bien, boire du vin, du champagne, et peut-être ne pas venir insulter le président. C'est un choix. Et peut-être ne pas venir déblatérer, rien du tout qui ne construit pas, pour dire que nous sommes...
Je ne suis pas en train d'occulter la liberté d'expression. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez, surtout avec la floraison des réseaux sociaux aujourd'hui, n'importe qui prend son téléphone, il peut insulter le président parce qu'ailleurs on a giflé le président, parce qu'ailleurs on a tiré sur le président, on veut le reproduire chez nous. Et ces choses-là, s'il vous plaît, ne s'accorde pas avec notre tradition, oui, avec justement, notre est-ce que ça ne civilisation. pose pas un problème de tradition? Vous êtes libre de boire du vin, de prendre votre champagne, mais pendant que vous le faites, l'autre qui n'en a pas, est-ce qu'il n'a pas le droit quand même d'exprimer son manque? Et comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent accompagner l'expression de ce droit-là dans un faisceau d'éducation civique continue? Je pense plutôt que cette trêve concerne les partis politiques. C'est pourquoi je dis, ça ne nous concerne pas. Ça ne concerne pas le peuple. Ça ne va pas nous empêcher de dire ce que nous pensons. Donc il faut s'y essayer. Il faut y aller pour voir si effectivement cette disposition va nous empêcher de dire ce que nous ne voulons pas. Et si ça c'était le cas, je pense que le peuple prendra ses responsabilités, évidemment, bien sûr, parce qu'il est le garant de la stabilité. Le peuple est souverain. Et vous voyez cette démocratie représentative, c'est ça qui permet. Et moi, je le dis très franchement, nous n'avons pas le droit du vote. On se leurre, c'est une chimère. C'est-à-dire que nous élisons, mais nous ne votons pas. Ah oui? Vous voulez que je vous explique? Très bien. Nous élisons des hommes pour nous diriger, mais nous leur donnons, nous dépossédons de nos droits de vote pour qu'ils votent les lois. Quel peuple vote les lois? Dites-moi. Personne ne vote les lois. Le peuple ne vote pas. C'est les députés que nous avions élus qui vont voter les lois. Donc on nous en fume que nous votons. Nous ne votons pas. Oui, mais après, vous avez, en tant que peuple, la possibilité d'avoir le référendum. Si les politiciens décident, par exemple, de soumettre une proposition à une loi référendaire. Mais vous le dites bien, si. Eh bien, s'ils ne le font pas, comme ça se passe. Nous avons déjà vu subir deux révisions constitutionnelles. Il n'y a pas de voie référendaire, vous comprenez. Et quand on dit comme moi, je dis, on aurait pu, on aurait dû. Je n'ai pas forcé. La révision a respecté les textes. Écoutez, en France, la 5e République, la Constitution a été révisée il y a 25 fois, s'il vous plaît. Donc, il n'est pas interdit de la réviser. Et même en 2007, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque c'est la référence pour nous, la France. Le référendum pour le Maastricht qui a été dit, non pas le peuple français, qu'est-ce qui s'est passé? Sarkozy est arrivé, il a fait passer par l'Assemblée. Voilà comment on dupe le peuple tout le temps. Et à un moment donné, on s'étonne que ça ne va pas, alors que le peuple souvent est le fruit, ou la conscience collective est le fruit de ce que les politiciens ont fait de ce peuple-là. Et puisque nous sommes dans un moment où, dans un cycle de rétribution et de lumière, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, ces situations, cette situation ne dépendront plus de nous. Ça va se faire de soi parce que, je vous ai dit, le karma tombe, le jugement divin tombe. Donc tout sera mis à la lumière et tout sera rétribué. Donc je dis, si nous voulons nous porter dans un nouveau paradigme, dans le paradigme qui arrive, il vaudrait mieux qu'on dirige mieux et très bien même les peuples, même si on ne peut pas tout faire. Moi, je pense qu'il faut que l'État providentiel revienne. Et oui, ce serait un retour en arrière. Allez, comment un retour en arrière? Monsieur Guérin, on vous aura compris. Le temps, vous savez très bien que c'est la denrée qu'il faut vraiment gérer par ici. Ce serait un plaisir de vous retrouver. Pourquoi pas? Ce plateau, c'est le vôtre. Je suis à votre disposition. Si vous avez un dernier mot à dire, un mot de fin pour conclure cet entretien. Eh bien, je voudrais rappeler à tout le peuple béninois, à tous les politiciens, les partis politiques, que même si le mal est éloigné, mais il faut toujours être prudent. Je propose que nous prenions au moins une journée ou quelques heures sur tout le plan national pour prier pour notre pays, pour prier pour exorciser le mal de la guerre, le mal de la violence, tous ensemble, parce que autant que nous sommes tous des croyants. Quelle que soit la croyance, on peut organiser une journée nationale de prière, de recueillement, prier pour ceux qui sont tombés le 7, prier pour protéger nos dirigeants, quels qu'ils soient, ils sont des fils du Bénin, prier pour que le Christ les illumine à nous diriger davantage. Merci beaucoup. Ce sera déjà une bonne prière que vous faites déjà pour la nation. Merci Emel Guérin. Je rappelle que vous êtes expert en communication politique, géostratégique et en résolution des crises. Merci d'être toujours disponible pour nous accompagner sur ce plateau matinal. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, pareil à vous. Allez, merci beaucoup.